Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer à un jeu qu'on m'a recommandé. Enfin, un jeu qu'on m'a très chaudement recommandé, qui s'appelle Katawa Shoujo, et je n'y connais pas grand chose pour l'instant. Donc, on va essayer de se découvrir ça tous ensemble. Démarrons. Wow, fait froid. Une légère brise faisait frissonner les branches dans un léger bruissement. Il s'agissait d'un endroit apprécié par les couples durant l'été. Les arbres feuillus formaient un superbe vent vert, loin de la vue des professeurs et des étudiants. Mais là, en cette fin d'hiver, j'avais l'impression d'être en dessous d'une pile de petits bois. Je soufflais sur mes mains en les frottant nerveusement pour les empêcher de s'engourdir dans ce froid. Combien de temps est-ce que je suis censé attendre ici? Je suis sûr que le message disait 16 heures. Isao. C'est nous ou pas du coup Isao? Je sais pas. Ah oui, le message. Glissé entre les pages de mon livre de maths pendant que je regardais ailleurs. Je préfère encore le cliché de la lettre dans le casier, mais au moins cette façon de faire montrait un peu d'initiative. La neige tombait de plus en plus pendant que je réfléchissais au sens du message. Tombant silencieusement du ciel, les flocons de neige étaient le seul signe du temps qui passe. Leur lente descente sur la forêt gelée laissait penser que le temps avait ralenti. Interrompant ce moment de calme, un bruissement de pas sur la neige me fit sursauter. Quelqu'un approchait derrière moi. « Salut, Isao. Tu es venu ?» Une question hésitante, presque inaudible. Cependant, j'ai reconnu instantanément cette voix délicate. J'ai senti mon cœur rater un battement. C'est une voix que j'avais entendue des centaines de fois, mais jamais autrement qu'en prêtant une oreille indiscrète lors d'une conversation. Je me retournai pour faire face à cette voix, celle de mes rêves, et mon cœur commença à s'emballer. Voilà. Iwanako? J'ai reçu un message me disant d'attendre ici. C'était le tien? Oh, fais chier. J'avais passé tout l'après-midi à essayer de trouver une bonne réplique et voilà le résultat. C'est pathétique. Ah, oui, j'ai demandé à David de te donner ce message. Je suis vraiment contente que tu l'aies reçu. Son timide mais joyeux sourire me rendait si tendu que même en essayant, je ne pouvais bouger un seul muscle. Oh là, oh là. À cet instant, mon cœur battait la chamade, comme s'il cherchait à jaillir de ma poitrine et à réclamer cette fille pour lui seul. Donc, nous y sommes, dehors, dans le froid. Une fois encore, le vent agitait les branches. Le bruit de cette cacophonie était une musique à mes oreilles. Iwanako frissonna légèrement à cause de ce même vent. À ce moment, elle devint sûre d'elle-même, comme si elle avait été soutenue par une sorte de nouvelle confiance. Ses yeux étaient rivés aux miens, et elle enroulait nonchalamment ses longs cheveux sombres autour de son doigt. Pendant tout ce temps, l'anxiété faisait battre mon cœur plus fort. Ma gorge était serrée. Je doutais de pouvoir réussir à sortir un mot, même si je me forçais. Dis. Voilà. Je voudrais savoir si tu veux bien sortir avec moi. Je restais là, immobile, seul mon cœur battait. Je voulais répondre, mais mes cordes vocales se trouvaient comme au-delà du point de rupture. Isao? Je levai la main pour essayer de me masser la gorge, mais cela ne fit qu'envoyer des pointes de douleur assourdissantes le long de mon bras. Isao? Mon corps entier se figea, à l'exception de mes yeux qui restèrent ouverts sous le coup de la terreur. Voilà, voilà. Isao! Le battement dans ma poitrine s'arrêta brusquement et mes jambes flanchèrent. Le monde autour de moi, le vent des branches nues, le ciel terne de l'hiver, Iwanako courant vers moi, tout vira au noir. Les dernières choses dont je me souvienne, avant de m'évanouir, sont Iwanako criant pour demander de l'aide et les cliquetis incessants des branches au-dessus de moi. Là, on n'est pas sur juste un simple cœur qui bat un peu plus vite à cause de... à cause de l'amour, là, il y a un petit problème cardiaque en plus, là. 4 mois se sont écoulés depuis ma crise cardiaque. Durant cette période, je peux sûrement compter sur mes doigts le nombre de fois où j'ai quitté cette chambre d'hôpital sans surveillance. 4 mois, c'est assez long quand on reste seul avec ses pensées. Donc j'ai bien assez de temps pour m'habituer à ma situation. Arythmie. Un mot étrange, un mot venu d'ailleurs, avec qui personne ne voudrait partager sa chambre. L'arythmie, c'est le fait d'avoir un rythme cardiaque irrégulier. Problème cardiaque, quoi.
Maladie rare, elle force le cœur à agir de manière erratique et parfois à battre trop vite. Elle peut être fatale. Apparemment, je l'ai depuis longtemps. Ils m'ont dit que c'était un miracle que j'ai pu aller bien pendant si longtemps sans que rien ne se passe. Est-ce vraiment un miracle? Je crois qu'ils ont dit ça pour que je me sente mieux et que je sois reconnaissant d'être en vie. Ça me monte vraiment pas le moral. Mes parents, je crois, ont été plus choqués par la nouvelle que je l'ai été. Ils ont pratiquement eu 2 infarctus chacun. J'avais déjà eu une journée pour tout digérer. Pour eux, c'était tout frais. Ils étaient même prêts à vendre une autre maison pour payer un remède. Bien sûr, il n'existe pas de remède. En raison de la découverte tardive de ce problème, j'ai dû rester à l'hôpital pour récupérer du traitement. Lors de ma première admission, je me suis senti comme perdu. Pendant environ une semaine, ma chambre était remplie de fleurs, de ballons et de cartes. Mais les visiteurs et les cadeaux de bons rétablissements ont rapidement diminué jusqu'à finir par disparaître. J'ai réalisé que la seule raison pour laquelle j'avais eu autant de cartes et de fleurs était le fait qu'envoyer leur sympathie avait été transformé en projet de classe. Peut-être que certaines personnes compatissaient vraiment, mais sans doute. Même au début, j'avais peu de visiteurs. À la fin du premier mois, seuls mes parents venaient régulièrement. Iwanako fut la dernière à arrêter ses visites. Après 6 semaines, je ne l'ai plus jamais revue. De toute façon, nous n'avons jamais eu grand-chose à nous dire lors de ces visites. Nous n'avons jamais reparlé de ce qui s'était passé entre nous sur ce jour de neige. L'hôpital? C'est pas vraiment un endroit où j'aimerais vivre. Les médecins et les infirmières sont trop froids et impersonnels. Je suppose que c'est parce qu'ils sont pressés et qu'ils ont 1 million d'autres patients qui les attendent, mais ça me met mal à l'aise. Pendant les 2 premiers mois, j'ai demandé au chef de cardiologie à chaque fois que je le voyais une estimation approximative du moment où je serais en mesure de partir. Il n'a jamais répondu directement à mes questions. Il me disait d'attendre pour évaluer si le traitement et les chirurgies faisaient effet. Ainsi, j'observais paresseusement la cicatrice que cette chirurgie avait laissée sur ma poitrine et qui changeait lentement avec le temps, laissant penser à une sorte de mauvais présage. Je continue de demander ma date de sortie au chef de service, mais je n'y crois plus vraiment. Maintenant, je ne suis plus déçu quand je reçois pas de réponse. À un moment, j'ai arrêté de regarder la télévision. Je sais pas pourquoi, je l'ai juste fait. Peut-être était-ce une mauvaise façon d'échapper à ma situation. J'ai commencé à lire à la place. Il y avait une petite bibliothèque à l'hôpital, même si elle ressemble plus à une pièce de stockage pour livres. J'ai commencé à tailler mon chemin à travers elle, une petite pile à la fois. Après les avoir lus, j'y retournais pour en prendre d'autres. C'est avéré que j'aimais lire et je pense que je suis devenu un peu accro. J'ai commencé à me sentir nu sans un livre dans les mains. Mais j'aimais les histoires. C'est à ça que ressemblait ma vie. Ça fut de plus en plus difficile de distinguer les jours les uns des autres, n'ayant pour unique repère que les livres que je lisais et la météo. Le temps passant était comme une sorte de masse visqueuse me retenant prisonnier à l'intérieur. Une semaine pouvait passer sans que je m'en aperçoive vraiment. Parfois, je me posais en réalisant que je savais pas quel jour de la semaine on était. Mais d'autres fois, toutes ces choses qui m'entouraient venaient s'écraser douloureusement sur ma confiance, malgré la barrière de nonchalance que j'avais mise en place. Les pages de mon livre commençaient à être coupantes et brûlantes, et la lourdeur de ma poitrine devenait si difficile à porter que je devais poser mon livre et simplement m'allonger pendant un certain temps, en regardant le plafond, comme si j'allais pleurer. Et cela n'est arrivé que rarement. Et je ne pouvais même pas pleurer. Aujourd'hui, le médecin arrive en souriant. Il semble excité, mais pas trop. Comme s'il essayait de faire un effort pour être heureux à ma place. Mes parents sont là. Je ne les ai pas vus depuis quelques jours. Ils sont tous les deux plutôt bien habillés. Est-ce que c'est censé être une sorte d'occasion spéciale? C'est pas une fête. Le cardiologue a un rituel bien à lui. Il prend son temps, trie ses papiers, puis les met de côté comme pour faire un point sur l'inutilité de ce qu'il vient de faire. Puis il s'assoit sur le bord du lit à côté du mien. Il me regarde dans les yeux un instant. Bonjour Isao, comment vas-tu aujourd'hui? Je ne lui réponds pas, mais je lui montre un léger sourire en réponse au sien. Je crois que tu peux rentrer à la maison. Ton cœur est bien plus fort maintenant. Et avec quelques précautions, ça devrait aller. Nous avons trouvé le traitement qui te convient. Je vais donner la prescription à ton père. Le médecin remet une feuille de papier à mon père, dont le teint devint livide pendant qu'il la parcourt. Tant que ça. Je la lui prends des mains et jette un œil par moi-même, me sentant engourdi. Comment je suis supposé réagir face à ça?
La liste ridiculement longue des médicaments qui me fixent depuis la feuille me paraît insurmontable. Ils se mélangent dans tout un océan de lettres. C'est insensé. Les effets secondaires, effets indésirables, contre-indications et dosages sont énumérés ligne après ligne avec une précision glaciale. J'essaie de les lire, mais cela ne sert à rien. Je n'y comprends rien. Je me sens encore plus malade en essayant. Tout ça, pour le reste de ma vie, tous les jours. Je crains que ce soit le mieux que nous puissions faire à ce stade. Toutefois, de nouveaux médicaments sont constamment mis au point, donc je ne serais pas surpris de voir cette liste se raccourcir au fil des années. Années. Il cherche à me rassurer, je me serais senti mieux s'il n'avait rien dit du tout. Aussi, j'ai parlé avec tes parents, et nous pensons qu'il serait mieux que tu ne retournes pas à ton ancienne école. Quoi? S'il te plaît, calme-toi, Isao. Écoute ce que le docteur a à te dire. Me calmer? La façon dont il l'a dit m'indique qu'il savait que je ne voudrais pas. Je vais suivre un enseignement à domicile? Quelle que soit l'inquiétude que je puisse montrer, elle est ignorée. Nous comprenons tous que ton éducation est primordiale, mais je ne pense pas qu'il serait prudent pour toi d'être sans surveillance. Du moins, tant que nous ne sommes pas sûrs que tes médicaments soient adaptés. Alors, j'ai parlé à tes parents de ton transfert dans une autre école. C'est une école qui s'appelle l'Académie Yamaku et qui est spécialisée dans le traitement des étudiants handicapés. Handicapés? Quoi? Elle dispose d'un personnel infirmier 24 heures sur 24 et elle est située à seulement quelques minutes d'un hôpital très réputé. La majorité des étudiants vivent sur le campus. Pensez-y comme à une sorte d'internat. Il est conçu pour donner de l'indépendance aux étudiants en maintenant une aide à proximité. Indépendance? C'est une école pour enfants handicapés. Pas la peine d'amenuiser ce fait. Si c'était vraiment libre, il n'y aurait pas un personnel infirmier 24 heures sur 24 et vous n'utiliseriez pas la proximité de l'hôpital comme un argument de vente. Bien sûr, c'est uniquement si tu veux y aller, hein, mais ta mère et moi ne sommes pas vraiment en mesure de te scolariser à la maison. Nous y sommes allés il y a quelques semaines. Je pense que tu t'y plairas. On dirait que je n'ai pas vraiment le choix. Les gens dans ton état ont généralement tendance à vivre une longue vie par rapport aux autres problèmes cardiaques. Tu auras besoin d'un travail un jour, et c'est là une bonne opportunité pour continuer tes études. Ce n'est pas une opportunité, n'appelez pas ça une opportunité. N'en parlez pas comme si c'était une foutue opportunité. Tu dois être excité à l'idée de retourner à l'école. Je me souviens que tu voulais y retourner. Que ce soit pas la même. Une école spéciale, c'est une insulte. C'est ça que je veux dire. C'est un pas en arrière. C'est pas ce que tu penses. Tous les élèves, ils sont très actifs, chacun à leur façon. Elle est conçue pour les étudiants qui peuvent encore se déplacer et apprendre, mais qui ont juste besoin d'un peu d'aide, d'une manière ou d'une autre. Ton père a raison. Et beaucoup de diplômés de l'école ont pu faire des choses étonnantes. Une personne ne doit pas être freinée par son handicap. Un de mes collègues dans un autre hôpital en est diplômé. Je m'en fous. Personne ne doit pas être freiné par son handicap. C'est pourtant la définition même du mot. Je déteste vraiment le fait que quelque chose de si important ait été décidé sans moi. Mais qu'est-ce que j'y peux? Une vie normale n'est plus possible maintenant. C'est drôle. J'avais toujours pensé que ma vie était plutôt ennuyeuse, mais maintenant, elle me manque. J'ai envie de protester, mettre cette absence de réaction sur le compte du choc ou de la fatigue. Je pourrais facilement crier quelque chose maintenant, quelque chose sur la façon dont je peux quand même retourner à mon ancienne école. Mais non, je ne dis rien. Le fait est que maintenant, je sais que c'est inutile. Je regarde autour de moi, me sentant très fatigué de tout ça. L'hôpital, les médecins, mon état, tout. Il n'y a vraiment aucun choix. Je le sais, mais l'idée d'aller dans une école d'handicapés, en quoi est-ce comparable à une école normale? J'ai beau essayer de trouver un aspect positif à ce sujet, c'est vraiment très difficile. Mais laissez-moi essayer. Faire table rase n'est pas une mauvaise chose. C'est la seule chose à laquelle je puisse penser pour pouvoir m'en sortir. Au moins j'ai quelque chose. Et si c'est une école spéciale, c'est quelque chose. C'est un nouveau départ et ma vie n'est pas finie. Ça serait une erreur de penser ça. Tout du moins, je vais essayer de voir ce à quoi ma nouvelle vie va ressembler. Acte 1, espérance de vie. Le portail semble bien trop pompeux pour ce qu'il est. En fait, les portails en général sont comme ça, mais celui-là est particulièrement.
Briques rouges, fer forgé noir et plâtre gris, assemblés en un tout qui ne te donne pas l'impression qu'on est bienvenu. Je me demande si une porte d'école doit ressembler à ça, mais j'arrive pas à savoir. Sans doute que non. Bien sûr, je ne veux pas rester bloqué à réfléchir sur cette porte pendant trop longtemps, alors je la franchis avec un rythme soutenu, ce qui est étonnamment agréable. Aller de l'avant est agréable. Alors je marche vers le bâtiment principal de l'Académie Yamaku, avec ce rythme soutenu. Je suis seul, mes parents amènent mes affaires au dortoir, et il y a quelqu'un censé m'attendre pour m'accueillir. La cour est incroyablement luxuriante, remplie de verre. Ça ne ressemble pas à une cour d'école, mais plus à un parc, avec un chemin entre les arbres et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, et tous les autres trucs qu'on trouve dans un parc. Des mots comme propre et hygiénique surgissent dans ma tête. Ça me fait frémir. Je les chasse de mon esprit. Reste ouvert. C'est ta nouvelle vie. Faut la prendre comme elle vient. C'est ce que je me dis. Quelques bâtiments apparaissent derrière les arbres. Ils sont trop gros et trop nombreux pour une école. Tout ceci est étrange. C'est différent de ce que je pensais savoir à propos des écoles. C'est une sensation étrange de transition. Même si on m'a dit que c'est ma nouvelle école, au fond de moi, je ne le ressens pas comme tel. Je me demande si le sentiment est réel ou s'il est altéré par l'idée que je me fais d'une école pour handicapés. En parlant de ça, je ne vois personne d'autre ici. C'est un peu surnaturel. Ça me donnerait presque envie que quelqu'un soit là pour qu'il y ait quelque chose de concret auquel je puisse m'accrocher, au lieu d'avoir le sentiment d'être arrivé dans une autre dimension. Le bruit des arbres dans le vent et les teintes vertes réfléchissantes tout autour de moi attirent mon attention. Ça me fait penser aux hôpitaux. Ils disent que les salles d'opération sont peintes en vert parce que le vert est une couleur apaisante. Alors pourquoi suis-je si inquiet en dépit de toute cette verdure? C'est seulement une fois que je suis en face du bâtiment principal que je réalise enfin pourquoi la porte m'avait autant tracassé. C'était la dernière chance que j'avais de faire demi-tour. Même si je n'avais pas de vie, je pouvais repartir. Mais toujours est-il que, une fois rentré, je ne pouvais plus revenir en arrière. C'est rendu nerveux par cette prise de conscience que j'ouvre la porte d'entrée. Un homme plutôt grand et qui se tient mal me remarque alors que j'entre. Nous sommes les seuls dans le hall, donc c'est logique. Tu dois être Niki. Donc c'est toi. Excellent. Je suis ton professeur principal et j'enseigne les sciences. Mon nom est Mutu. Bienvenue. Nous échangeons une poignée de main qui n'est ni ferme ni molle, et il regarde à sa montre. Le 4 infirmier t'a demandé pour un bref contrôle, mais on n'a pas le temps pour ça maintenant. Oh, je devrais y aller plus tard. Oui, durant l'après-midi. Nous ferions mieux de nous dépêcher, on est en retard pour ta présentation devant la classe. Ils t'attendent déjà? Ils m'attendent? Ah, j'aime pas vraiment être au centre de l'attention, mais je suppose que c'est inévitable dans une telle situation. D'une certaine manière, ne pas savoir ce qui m'attend me rend très nerveux. En y pensant, je regrette presque ce que l'enseignante vient de dire. Tu veux te présenter à la classe? Oui, faut le faire. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ah, je veux dire, c'est normal, non? Bien sûr. Mais tout le monde n'aime pas être au centre de l'attention. Ce qui est mon cas, mais je pense que c'est à moi de donner la première impression à mon sujet. Voilà. Ouais, mais ce n'est pas un problème. Allons-y alors. Mon cœur bat la chamade. Cela me rappelle ma maladie pendant que je suis le professeur dans l'escalier. La troisième porte du couloir du troisième étage est indiquée comme étant la salle de la classe 3-3. Ça fait beaucoup de 3. Mutu ouvre la porte et entre. Oh yeah, quel tableau intéressant, intriguant on va dire. Bonjour tout le monde. Désolé, je suis encore en retard. J'hésite une fraction de seconde à passer la porte, figé sur place. Ah, ressaisis-toi. C'est un grand pas, je le sais, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour autant. Du moins, pas pour le moment. Je suis le professeur dans la salle de classe et regarde autour de moi, en partie pour ne pas avoir à croiser les regards curieux de mes nouveaux camarades. C'est assez spacieux, le plafond est anormalement élevé et il y a beaucoup d'espace autour et entre les tables. Le mur entier est utilisé par des tableaux noirs et les autres fenêtres anciennes ne lui donnent qu'encore plus l'impression d'être démesurées. Les élèves ont pour table un bureau en bois standard avec une case pour les livres. Les chaises quant à elles sont en bois avec un cadre métallique, simple et efficace. J'arrête ma marche en arrivant en face des autres élèves. Ils ont tous l'air normaux, comme des étudiants dans n'importe quelle autre école. Et si c'était le cas, pourquoi seraient-ils ici? Ils sont probablement comme moi,
et ont quelque chose qui ne va pas simplement. Cela ne se remarque pas au premier coup d'œil. Puis je me remarque que l'une des filles semble avoir un pouce manquant à la main droite. Ça brise un peu l'harmonie. Après, un pouce en moins, ça va. Oh, pourquoi il y a Peter Griffin qui dort au fond? Malgré la tendance naturelle à écouter quand quelqu'un parle de vous, je finis par ne plus écouter ce que dit le professeur alors qu'il me présente à la classe. Du coin de l'œil, je remarque que quelqu'un me regarde. C'est une fille avec des cheveux raides vraiment longs, ce qui attire le regard. Quand elle voit que je la regarde aussi, elle couvre son visage de ses mains comme si ça la rendait invisible. Il y a un garçon avec une canne appuyée contre le casier à l'arrière de la classe. C'est étrange de voir quelqu'un de si jeune avec une canne. Une autre fille semble faire quelques mouvements étranges avec ses mains. Langage des signes? Elle me lorgne à travers ses lunettes, puis retourne à ce qu'elle faisait. Elle est plutôt mignonne. Il en va de même pour la fille qui est toute joyeuse aux cheveux roses assis à côté d'elle. Elle est vraiment dure à louper. Je ne sais pas comment j'ai pu ne pas la remarquer en entrant. Souhaitez la bienvenue à votre nouveau camarade. Il tape dans ses mains et tout le monde l'imite, excepté une fille au premier rang qui n'a plus qu'une seule main. Je recule un peu, mais le cache en m'inclinant et en remerciant aux applaudissements que je ne méritais pas. Un silence collectif m'informe que c'est à moi de parler à présent. Donc, je m'appelle Isao Nakai. Et maintenant, mes hobbies sont le foot et la lecture. J'espère pouvoir bien m'entendre avec tout le monde, même si je suis nouveau ici. Et maintenant, je suis tellement ennuyeux. Cette présentation ressemble à toutes les autres. Je devrais dire quelque chose de plus intéressant. Je finis par ne rien dire et le professeur reprend à partir de là. Tout le monde semble être satisfait, même malgré le peu que j'ai dit. Quelques filles chuchotent entre elles, jetant des regards vers moi. Ça aurait pu être pire. J'écoute le professeur radoter à propos de la bonne entente, me laissant l'occasion de balayer la classe du regard. Tout le monde semble l'écouter attentivement et quand il a fini, ils s'applaudissent encore. Ce qui me paraît être une réaction assez étrange. La fille du premier rang applaudit aussi, avec sa main contre son autre poignet, qui se termine par un moignon bandé. Je me sens un peu mal à l'aise en voyant cela. Nous allons faire des travaux de groupe aujourd'hui pour te donner une chance de parler avec tout le monde. Ça te va? Ouais, ça me va très bien. C'est bien. Tu peux travailler avec Akamichi, c'est la déléguée de classe. Elle pourra répondre aux questions que tu te poses. Et qui d'autre pourrait faire ça mieux qu'elle, après tout? Comment je pourrais le savoir? Le professeur donne les exercices du jour et annonce que nous allons travailler en groupe de 3. Il me vient à l'esprit que je ne sais pas qui est Akamichi. Je suis lent à la détente. Le professeur semble se rendre compte de mon expression désemparée. Ah, c'est vrai. Akamichi est là. Shizune Akamichi. Pendant qu'il dit son nom, la fille a l'air pétillant avec les cheveux roses et les yeux d'or pose sa main sur moi. Je m'assieds sur un siège à côté d'elle, près de la fenêtre. Et je suppose que tu es Akamichi, n'est-ce pas? Content de te rencontrer. Hein? Sourire me prend de court. Contente de te rencontrer aussi, mais je ne suis pas Akamichi. Je suis Misha. C'est elle, Akamichi. Riant, Misha pointe du doigt la fille d'à côté d'elle, celle que j'ai vue utiliser la langue des signes plus tôt. Il semble qu'elle m'ait regardé pendant tout ce temps. Elle hoche la tête avec nonchalance pour montrer qu'elle m'a vu, mais à peine seulement. Elle a des cheveux courts mais bien brossés, une paire de lunettes en forme d'ovale en équilibre sur le bout de son nez délicat, et des yeux bleus foncés qui semblent alterner toutes les secondes entre l'analyse et l'ennui. Enchanté de faire ta connaissance. Elle se tourne immédiatement vers Misha qui sourit et fait quelques gestes rapides avec les mains. Ikami hoche la tête et fait quelques gestes à son tour. Je commence à me demander si le professeur se moquait de moi en disant des choses comme « Tu seras en mesure de parler aux gens » et « Qui mieux pour t'expliquer les choses ?» Je peux voir que t'es un peu confus, hein? Hein? Mais je comprends pourquoi tu croyais que j'étais Shichan. Shichan est sourde, alors je suis la personne qui traduit les choses dans les deux sens pour elle. Je suis comme une interprète. Elle dit qu'elle est contente de te rencontrer aussi. Tu es le nouvel étudiant, n'est-ce pas? Bah Shichan, bien sûr qu'il l'est. S'il ne l'était pas, il aurait été debout là sans aucune raison, hein? Hein? Il a l'air d'une personne très intéressante, pas vrai? Nous savions qu'il allait y avoir un nouvel élève, mais nous ne savions pas que tu serais ici aujourd'hui, si rapidement. Ichan, hein? Ichan? Yep, ça te va bien, non? Je l'ai dit à haute voix. C'est surprenant, je n'ai jamais aimé ce surnom.
Je suis pas vraiment sûr. Ça te va bien? T'es tout à fait comme je l'avais imaginé. Ouais, tu ressembles tout à fait à un Ichan. Je me demande pourquoi tout le monde semble penser. Akamichi tape ses doigts sur le bureau pour obtenir l'attention de Misha. Ses signes s'agitent dans tous les sens avec enthousiasme et ses mains s'embrouillent un peu. Misha semble un peu débordé. Désolé, hein. Shichan veut que tu saches qu'elle est la déléguée de classe, donc si t'as besoin de savoir quoi que ce soit, tu peux lui demander sans aucun problème. Tu te plais dans l'école jusqu'à présent? On peut te faire visiter un peu si t'as pas eu le temps de te promener et de te familiariser avec tout ça. Misha trébuche un peu sur un mot compliqué, s'arrangeant tout de même pour que sa traduction reste fluide. Merci, ce serait plutôt utile. Ouais, je suis venu directement en classe aujourd'hui. C'est pas bien. Tu devrais toujours te renseigner le plus possible sur l'endroit où tu vas avant d'y être. Et pas seulement avec l'école d'ailleurs. Toujours. Même si c'est une sortie supérette. Hein, Shichan? Se renseigner au sujet de l'endroit où on va. J'imagine que je n'ai pas pris la peine de le faire. Ou plus simplement que cela ne m'intéressait pas vraiment. J'avais pas vraiment hâte d'y être, même si je m'étais décidé à venir en étant un minimum motivé, mais bon. Je ne dis rien, et les signes de Misha se terminent avec un haussement d'épaule. C'était quoi ça? On dirait que c'était à mon propos. Je me sens m'affaisser sur mon siège. Toutes les deux sourient, mais ce haussement d'épaule m'a profondément touché, d'une façon inattendue. Tu as l'air déprimé, ça va? Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Je déteste quand les gens ont peur de poser des questions. C'est comme ça qu'on apprend, en demandant. Demander de l'aide est parfaitement normal, tout comme en avoir besoin. Fais pas cette tête, on dirait que tu viens de rater un examen. D'accord. Ah, autre chose, tu n'as pas besoin d'appeler Shichan de façon aussi formelle que Akamachi ou délégué tout le temps, hein. Appelle-la juste Shichan. Bon, c'est peut-être trop décontracté. Peut-être que Shizune serait plus approprié. Yep. Shizune, c'est bien. D'accord. Ça serait beaucoup plus facile pour moi. Je me sens beaucoup plus à l'aise. Elles sont vraiment amicales toutes les deux. Je me sens un peu idiot de m'être autant inquiété plus tôt. Surtout pour Shizune, que je croyais beaucoup plus sérieuse. En fait, elle a toujours l'air aussi sérieux. Juste un peu moins que ce que je pensais. Hein? Ah oui, on n'a même pas touché à l'exercice. On devrait commencer à travailler maintenant, sinon Shichan va se fâcher. Il est plutôt long d'ailleurs. On devrait commencer tout de suite si on veut le finir avant la fin des cours. Ça aussi. Shizune nous fusille tous les deux du regard impatiente. Je n'ai pas besoin de connaître le langage des signes pour comprendre. Ok, j'ai compris le message. Après les cours, on peut se promener dans le parc ensemble. Il fait bon aujourd'hui, hein? Le devoir est un vrai challenge, réussissant l'exploit à être à la fois difficile et inutilement long. Toutefois, nous le finissons quelques minutes avant tout le monde, en dépit du fait que nous ayons commencé tardivement. Shizune et Misha sont vraiment douées. Cependant, elles sont vraiment différentes. La déléguée est aussi calme et professionnelle qu'elle en a l'air, tandis que Misha est beaucoup plus joueuse et enfantine. Sans compter le fait qu'elle est facilement distraite. Pour être honnête, ce sont elles qui ont fait la plupart du travail. Je me sens un peu coupable. Les cloches sonnent, signalant la fin des cours et l'heure du déjeuner. Sans savoir ce que je suis censé faire, je suis Misha, qui me fait signe dans le couloir et descend les escaliers. Nous descendons jusqu'au rez-de-chaussée, en dessous du hall où j'ai rencontré Muto. Comme tout le reste de cette école, la cafétéria semble trop spacieuse et étrangement moderne, ce qui contraste avec la façade classique. Ces grandes fenêtres cintrées donnent sur la cour et la porte principale. C'est la cafétéria! Sa déclaration enthousiaste d'un fait évident fait que les gens autour de nous la dévisagent. Mais Misha ne semble pas s'en préoccuper. La liste des menus est assez longue, ce que je trouve bien jusqu'à ce que je me rende compte que beaucoup d'entre eux sont là pour des élèves qui ont besoin de régimes spéciaux. Fantastique, ça me donne presque l'impression d'être de retour à l'hôpital et de manger des portions mesurées avec une précision scientifique pour répondre aux besoins des patients. Je prends quelque chose au hasard avant de suivre Shizune à une table et de m'asseoir en face d'elle.
Pendant que je grignote indifféremment la nourriture que je préférerais ne pas manger, Misha me tapote pour attirer mon attention et pointe Shizune du doigt. Je ne comprends pas les signes, alors la raison m'échappe. Peut-être que regarder quelqu'un qui vous parle est convenable et poli. Tu veux savoir quelque chose? Hein? À propos de n'importe quoi, nous sommes tes guides, alors pose-nous tes questions. Je me demande. Poser des questions sur la bibliothèque, poser des questions sur la surdité de Shizune. En vrai, techniquement, ce serait logique avec le personnage, et franchement, si jamais on veut chercher des bouquins tout de suite, je pense que aller poser des questions sur la bibliothèque, ça me semble pas mal. Oh oui, il y a une bibliothèque dans l'école? Dernièrement, je lis beaucoup de livres et j'aimerais voir ce qu'ils ont ici. Misha fait le genre de froncement de sourcils qui indique clairement qu'elle ne considère pas la lecture comme un loisir sain. Puis reprend son sourire de nouveau. Il y en a une. Elle est au 2e étage. On pourra te la montrer plus tard. Ah, merci. Je retourne à mon repas tandis que les filles parlent entre elles. Misha et Shizune font des signes dans tous les sens, en jetant des regards dans ma direction. Mais Misha s'abstient de traduire. Peut-être qu'elle parle de trucs de filles ou quelque chose du genre. Je remarque rapidement qu'une conversation en langage des signes n'est pas suffisante pour combler un silence. Nous arrivons dans la salle de classe tôt, mais nous ne sommes pas les premiers. Une fille aux cheveux noirs que j'avais remarqué plus tôt est affaissée sur son bureau au dernier rang. Elle sursaute quand Misha arrive dans la classe avec l'élégance d'un rhinocéros. Voilà. Elle se recroqueville encore plus dans son siège. Je peux sentir sa tension jusqu'ici, comme si elle se transformait lentement en pierre à cause de notre présence. Misha et Shizune ne le remarquent pas, ou ne s'en occupent pas. Elles marchent directement vers leur chaise et commencent à discuter. Je continue de m'inquiéter à son sujet, même lorsque la salle se remplit doucement avec les autres étudiants et finalement le professeur. Rentrer dans le rythme scolaire est étrange. C'est comme si mon cerveau se souvient du fonctionnement, mais pas mon corps. Vers la fin du cours, je commence à bâiller et à compter les minutes restantes. Je ne devrais pas être aussi fatigué dès mon premier jour d'école. C'est peut-être le temps passé à l'hôpital qui me fait ça. Je me sens encore sans vie et faible physiquement. Après un moment, la cloche finale sonne. L'école est enfin terminée pour la journée. Près de moi, Misha et Shizune ont une courte conversation. Après délibération, Misha se tourne vers moi. Malheureusement, on ne peut pas rester et te faire visiter aujourd'hui, Ichan. On doit se dépêcher d'ailleurs. Il y a beaucoup de travail qui nous attend. Tu vas trouver tes aises ici, j'en suis sûr. Ah, attends, le professeur a dit que je devais aller voir l'infirmier. Où est-ce que je dois aller? Ah bon? On peut te montrer le chemin si c'est juste ça. Viens, les infirmiers ont leur propre bâtiment, donc on doit passer par l'extérieur. Nous nous mêlons aux étudiants sortant de la classe, avec en tête les filles qui suivent des élèves de classe supérieure qui sont dans le même couloir que nous. Une fois que nous sommes à l'extérieur, les filles continuent leur chemin vers le plus petit bâtiment juste à côté de celui de l'école. Il est construit dans le même style, donc il donne l'impression de faire partie du bâtiment principal. C'est le bâtiment secondaire ici. Il y a un paquet de trucs importants et sérieux à l'intérieur, comme le bureau de la fondation Yamaku, et tous les bureaux des infirmiers. Ils ont même une piscine. En quoi c'est sérieux? Ne sois pas idiot, Ichan. C'est pour la thérapie physique, bien sûr. Quoi qu'il en soit, toutes les installations du personnel infirmier sont ici également. Le bureau du cadre infirmier est au premier étage. Tu t'en sors à partir d'ici, hein? Alors on file. À demain! Ouais, merci. Au revoir. Un bâtiment entier pour des trucs qui n'ont rien à voir avec la scolarité. J'imagine que c'est nécessaire pour un endroit comme celui-ci. Je rentre dans le bâtiment, espérant que ce ne soit vraiment qu'une visite rapide comme le professeur l'a dit. Sur une porte blanche à gauche, il y a une croix verte avec le texte infirmier en chef et une plaque avec un nom. Une voix à l'intérieur me répond presque immédiatement après que j'ai frappé à la porte, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit. Ça sonnait un peu comme une invitation à ouvrir la porte, alors je choisis d'entrer. La pièce n'est pas grande et il y a une odeur bizarre. Mais un homme qui semble amical se retourne sur sa chaise pour me faire face à l'instant où j'entre. Son bureau est propre et bien rangé, mais la poubelle sous la table déborde de matériel médical usagé et il y a au moins une douzaine de cercles de tasses de café éparpillés sur son bureau. Bien le bonjour! Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Il semble jeune et sérieux, mais les fossettes de ses yeux repoussent au loin cette impression quand il sourit. Vous êtes l'infirmier?
Il sourit comme une personne qui a entendu cette même question des centaines de fois. Eh oui, c'est moi. C'est écrit sur la porte, non? Tu peux m'appeler par mon nom ou juste l'infirmier, comme tout le monde. Bien sûr, je sors de ma confusion, réalisant que je devrais probablement saisir sa main tendue. Sa poignée de main est plutôt ferme et amicale. Bien, je suis le nouvel étudiant et mon professeur principal m'a dit de venir vous voir. Je m'appelle Isao Nakai. Ses yeux s'illuminent à la révélation et il claque des doigts. Oh, tu es ce Nakai! Je lisais justement ton dossier ce matin. Une forme d'arythmie chronique et une anomalie congénitale du muscle cardiaque, c'est ça? Il me fait signe de m'asseoir dans un fauteuil libre en face de son bureau. Ah, oui. Bon, eh bien, tu as probablement été suffisamment informé sur l'école, alors je vais être rapide. Nous avons toutes sortes d'installations disponibles, la plupart sont là pour des thérapies physiques, entre autres. Il y a toujours quelqu'un de mon équipe pas loin, même la nuit, alors n'hésite pas à nous appeler dans le cas de problème. La fameuse équipe d'infirmiers 24/24. Waouh, c'est comme un hôpital. Bah, pas exactement. Par exemple, nous ne faisons pas de neurochirurgie ici. Son rire semble tellement hors de propos que je reste à me demander pourquoi il a dit ça. Ouais, juste que c'est vraiment bizarre d'avoir autant de personnel médical dans une école. Tu vas t'y habituer. Je n'en suis pas aussi sûr moi-même, mais je vais laisser l'infirmier le croire. Maintenant, laisse-moi juste le temps de retrouver ton dossier. Pendant qu'il cherche quelque chose sur son ordinateur et dans les piles de papier mélangées, je laisse mon regard errer dans la pièce. C'est la quintessence de l'ordinaire, pourrais-je dire. Murs et plafonds beige, revêtements de sol stratifiés gris foncé, et tous les équipements qu'on pourrait attendre d'un bureau d'infirmier scolaire. Même les ridicules posters éducatifs sont accrochés sur les 4 murs, me rappelant de manger correctement 3 fois par jour et de façon équilibrée. Souriant, l'infirmier tire un épais dossier à partir d'une pile de dossiers de même épaisseur et l'ouvre. Alors, tu as déjà des médicaments contre l'arythmie, n'oublie pas de prendre tes pilules matin et soir, ou ça ne servira pas à grand chose. À part ça, tu fais du sport? Ah, violent comme, je sais pas, la boxe? Il sourit à sa propre plaisanterie, mais pas moi. En fait, je jouais au foot de temps en temps avec quelques camarades de classe. Bon, je crains de devoir te recommander de s'abstenir d'en faire. Au moins pour le moment. Mon manque de réaction lui fait lever un sourcil, mais honnêtement, je ne suis pas trop dérangé par son interdiction de frapper dans un ballon. Je suppose que je n'ai jamais fait ça par grande passion pour le sport, juste pour avoir quelque chose à faire. Tout type de choc peut être très dangereux pour ton cœur, et prendre le risque d'avoir une autre attaque n'est pas une bonne idée. C'était la raison de ta première attaque? Il n'y a aucune mention de la cause dans tes papiers. Ah, pas exactement. J'évite la question de manière habile, et il lance un regard sur ses papiers avec une expression plus sérieuse sur son visage. Pour autant, tu as besoin de garder ton corps en bonne santé, donc faire un peu d'exercice te ferait du bien. Comme je l'ai dit, nous faisons de la thérapie physique ici, mais je ne pense pas que tu aies besoin de quelque chose d'aussi lourd. Juste quelques petits exercices régulièrement. De la marche rapide, ou même un peu de jogging, du saut à la corde, ce genre de choses. La natation peut-être? Il y a une piscine ici. On me l'a déjà dit. Tu le savais? Parfait. En tout cas, et je suis sûr qu'on t'a déjà dit tout ça auparavant, tu as juste besoin de faire attention à ne pas trop te pousser. Il agite son doigt pour souligner ce point. Ce n'est pas très utile, j'ai déjà entendu ça des centaines de fois. Aucun risque inutile, prends soin de toi. D'accord. Il passe le regard sur mes papiers une fois de plus et le met sur son bureau, apparemment satisfait. Bien, ce sera tout alors. Reviens me voir si tu as besoin de quelque chose. Je suis ressorti avant même de m'en rendre compte. Une visite rapide, en effet. Je me tiens devant le bâtiment principal et le bâtiment auxiliaire, même si, à mes yeux, il semble toujours être un seul et même. C'est le premier vrai regard que j'ai sur les autres étudiants, alors je regarde les autres sortir de l'école, en train de se diriger vers le portail ou les dortoirs. Chacun semble savoir où il doit aller. Et j'ai continué de penser que la plupart d'entre eux n'ont pas l'air spécial pour des étudiants d'une école spéciale. De toute façon, moi non plus. Est-ce que ça fait de moi l'un d'entre eux? L'un d'entre nous? Je devrais aller quelque part aussi, pour éviter de me perdre. Il est presque l'heure de dîner, mais je me sens plus fatigué qu'affamé. La lassitude en moi ne fait que grandir, alors que j'avance lentement vers le dortoir, un peu à l'écart du complexe principal. Il y a une sorte de jardin entre l'école et le dortoir. On y trouve des arbustes, des fleurs, et cette odeur omniprésente de l'air fraîchement coupé qui emplit l'atmosphère. Dans la fatigue, il me vient à l'esprit que l'odeur me paraît aussi forte parce que je n'étais pas du tout sorti à l'extérieur depuis très longtemps.
Un peu comme un joueur de LoL, sauf que là c'était pas volontaire. Le bâtiment du dortoir est grand et fait de briques rouges. Il semble bien trop pompeux pour ce qu'il est, mais j'avance en me rendant à l'intérieur. Je prends plus de temps que nécessaire pour retrouver la clé que j'avais mise dans ma poche. Chambre 119. Contrairement à son apparence extérieure, l'intérieur du dortoir est plutôt récent, fonctionnel et quelconque. Tout comme le bâtiment principal, les halls et les portes sont assez larges pour les fauteuils roulants, et cela est aussi valable pour les ascenseurs au bout des couloirs. Je passe ma tête par l'ouverture de la porte de la salle commune. À l'intérieur, quelques étudiants regardent la télévision. L'un d'entre eux hoche la tête et me salue rapidement avant de reprendre son visionnage. On dirait que seules les filles sont sociables ici. Ça me convient parfaitement. Je prends l'escalier vers l'étage supérieur. Ici, le couloir principal se prolonge en plusieurs couloirs plus petits. Chacun de ces halls secondaires semble avoir des toilettes, des douches, ainsi que 4 chambres. À mi-chemin dans le hall, je trouve la chambre 119. Il n'y a pas de nom sur les plaques des chambres adjacentes à la mienne. J'imagine que nous sommes juste 2 ici. Il y a de la lumière sous la porte de la chambre 117, alors je frappe légèrement. Bonjour, il y a quelqu'un ? De l'intérieur, j'entends un peu de mouvement, puis des cliquetis de plusieurs serrures. Je ne pense pas que les portes en avaient autant. Après un moment, la porte s'ouvre en grinçant. Un garçon à lunettes est debout dans l'embrasure. Il me regarde très attentivement à travers ses lunettes très épaisses. Qui est-ce ? Voisin Pinoclard. Aveugle ? Non, du moins pas complètement pour porter des lunettes s'il l'était. Il se penche plus près de moi jusqu'à ce que nos nez se touchent presque. Son haleine pue l'ail. Isa Onakai, j'emménage dans la chambre d'à côté et je pensais que je devais me présenter. Son visage s'illumine tout à coup, et il se tient debout, revenant à une position normale, tendant sa main dans un salut souriant, presque directement à mon diaphragme. Oh, salut mec, je suis Kenji. J'ai envie de faire tellement de vannes sur ce nom, mais Ah, salut. Je prends la main moite de Kenji et la serre. Toujours un peu ébranlé par le brusque changement d'habitude et son salut véhément. Il y a quelques personnes louches entrant et sortant de ta chambre tout à l'heure. C'était probablement mes parents. Tes parents ? T'es sûr ? Parce qu'il aurait pu y avoir d'autres personnes aussi. Tu peux pas juger un livre à sa couverture. Son proverbe, mal placé, est laissé maladroitement en suspens entre nous alors que j'essaie de trouver une autre façon de lui répondre. Je dirais que les chances sont assez élevées. Il frémit et fait quelques gestes exagérés. T'es un mec brave, Isao. Oh, je l'aime bien, lui. Moi, je ne pense pas que je pourrais me fier à la chance. Le seul en qui j'ai confiance, c'est moi. Est-ce que ça veut dire que je devrais pas te faire confiance non plus ? Il réfléchit à ce sujet pendant un certain temps. Une sage décision. Mince, tu es plus intelligent que tu ne le parais. Probablement. De quoi t'as l'air ? Pas intelligent, j'espère. Plisse les yeux et se penche encore plus près encore. Mais je me penche en arrière pour l'esquiver. Tant pis, c'est pas grave. Après ça, il se tourne, tâtonne un moment à la recherche de la poignée de porte et ferme la porte derrière lui. Je glisse la clé dans la serrure de la chambre 119. Sombre mur beige, drap blanc, un bureau fait de bois léger, des rideaux laids. C'est la chambre de personne. Elle est impersonnelle, comme ma chambre d'hôpital l'était. Mes valises sont posées au pied du lit. Il semble plus vide qu'elle ne l'était ce matin. L'armoire est encore ouverte, remplie de mes vêtements. D'ailleurs, il semble qu'il y a un certain nombre d'uniformes scolaires suspendus là aussi. Une note est épinglée sur la poche de l'une des chemises. Salut Chan! Nous avons déballé tes affaires et fait ton lit. Ils nous ont dit que si celles-ci ne vont pas, alors tu devras aller à l'accueil demain. Si tu as le moindre problème, tu peux toujours nous appeler. Bisous, maman et papa. Eh bien, au moins je n'ai pas à m'inquiéter à propos du déballage. J'aurais limite espéré devoir le faire moi-même, au moins ça m'aurait occupé. Il est encore trop tôt. Je pose la note sur mon bureau et m'allonge sur le lit, me sentant vide. Être allongé ici me donne l'envie de lire quelque chose, mais je n'ai rien avec moi. Je me demande si l'hôpital m'a conditionné pour me donner envie de lire dès que je n'ai rien à faire. L'envie de lire m'angoisse jusqu'à ce que je me lève. Peut-être que c'est le stress ou un truc du genre. J'étais vraiment nerveux avant de venir, ainsi que toute la journée. Je le suis encore, je crois. Merde, j'ai besoin de me distraire d'une manière ou d'une autre. Ce serait pas aussi anormal tout le temps. Demain, j'irai emprunter des livres à la bibliothèque. Ouais, je vais faire ça. Mais pour le moment,
Les flacons de médicaments bien alignés sur la table de nuit attirent mon regard. J'en choisis un et le secoue juste pour entendre le contenu, puis je lis l'étiquette de la pharmacie dessus. Isao Nakai, 2 comprimés par jour pour rester en vie. Ah, ça te dit pas vraiment ça, mais ça pourrait tout aussi bien. C'est un peu tordu avoir une vie dépendante de produits chimiques comme ça. Ça me contrarie un peu, mais est-ce que j'ai le choix? Soupirant, je commence mon rituel quotidien. Prendre le bon nombre de pilules de chaque flacon en prenant soin de vérifier la posologie. Je m'allonge de nouveau, me sentant vide et incertain. Et après ça, je continue de regarder le blanc de ce plafond inconnu. Pendant un long moment. Il ne me semble pas plus familier. Pas même après la tombée de la nuit et que de longues ombres s'étirent à travers ma chambre comme des doigts. Les draps me semblent un peu plus confortables et chaleureux, et ils sont comme un nid contre le front ambiant. Bientôt, l'ombre ténébreuse du plafond lui donne même un aspect que tous les plafonds ont la nuit, et il devient la seule chose que je reconnais encore. La nuit me fait signe de dormir, et je sens la froideur de l'inconnu et la peur rampant le long de ma colonne vertébrale, une fois de plus. Je continue de dériver loin du monde que j'ai connu. Katawa Shujo. C'est le nom du jeu.